Bonjour tout le monde, aujourd'hui sur la tronche en biais, on parle philosophie, on parle de Spinoza, Baruch de Spinoza, et pour ce faire, on va faire les choses bien, on va faire intervenir peut-être la personne la plus compétente sur le sujet, le plus grand expert mondial de Spinoza, c'est Steven Nadler, qui a écrit une biographie de Spinoza, qui fait des conférences, qui donne des cours, qui est professeur de philosophie à l'université du Wisconsin à Madison, et qui a accepté, parce qu'il parle français, de faire cette interview en français, en direct depuis chez lui, donc on a fait ça à distance, et de répondre à mes questions un petit peu naïves, puisque moi je ne suis pas expert de la question, le but étant de comprendre en quoi ce penseur qui date des années 1600, qui est quand même pas tout récent, aujourd'hui encore est un peu scandaleux, est un peu hérétique et reste moderne. Et je vais vous lire un extrait de ce livre qui s'appelle « Un livre forgé en enfer » que Nadler a écrit au sujet du traité théologico-politique de Spinoza et qui parle un peu de la vie de Spinoza et notamment du cherem, donc l'espèce de punition, de condamnation, d'excommunication qu'il a eu à subir avant même d'avoir écrit ses livres majeurs. Et ça va poser, je pense, un peu le personnage, ça va vous faire comprendre pourquoi j'ai trouvé intéressant de faire cette interview sur ce personnage-là. Le conseil, après avoir consulté les rabbins, décida donc que Spinoza, alors âgé de 23 ans, devait être excommunié et expulsé du peuple d'Israël. Par le décret des anges et par le commandement des hommes saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et damnons Baruch et Spinoza avec le consentement de Dieu. Béni soit-il. Et avec le consentement de toute la Sainte Assemblée et devant ces manuscrits sacrés et les 613 préceptes qui y sont écrits. Le maudissant par l'excommunication avec laquelle Josué interdit Jéricho et par la malédiction qu'Élisée lança aux jeunes garçons et par tous les châtiments inscrits dans le livre de la loi. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il de nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Le Seigneur ne l'épargnera pas, mais la colère du Seigneur et sa jalousie s'abattront contre cet homme, et toutes les malédictions écrites dans ce livre retomberont sur lui. Et le Seigneur effacera son nom sous le ciel. Ça c'est raté. Et le Seigneur le séparera du mal de toutes les tribus d'Israël, par toutes les malédictions de l'alliance qui sont écrites dans ce livre de la loi. Vous, au contraire, qui vous attachez à l'Éternel, chacun de vous est vivant en ce jour. Un peu violent, hein, on dirait qu'il énervait un peu les gens, ce brave monsieur de Spinoza. On va s'intéresser à pourquoi est-ce qu'il était à ce point énervant, à ce point hors du lot par rapport aux autres penseurs de son époque, et même peut-être un peu d'aujourd'hui. Place à l'interview, place à Steven Nadler, que je remercie encore une fois pour son temps et sa gentillesse. Nous sommes en direct depuis les États-Unis, depuis Madison dans le Wisconsin, c'est bien ça? Oui, exactement. Et donc vous avez sorti un livre plusieurs livres sur Spinoza, je vais les montrer à l'écran et les gens les verront en miniature. Il y a dans ce livre un livre forgé en enfer, qui parle du traité théologico-politique, et vous avez écrit une biographie de Spinoza qui est très volumineuse. Alors j'ai pas pu tout lire parce que c'est trop pour moi, mais j'ai parcouru tout ça et c'est fort intéressant. Et j'avais eu l'occasion de parler aux gens qui connaissent la chaîne de ce livre-là, que j'ai beaucoup aimé, parce que pour une fois j'ai compris de quoi ça parlait la philosophie, alors que ça me paraissait un petit peu inaccessible et compliqué. C'était quoi votre objectif avec ce livre-là? Pour faire la philosophie accessible à les enfants, les adultes, quelqu'un, n'importe qui s'intéresse à la philosophie du XVIIe siècle. Et aussi pour travailler avec mon fils. Ah oui, qui a fait les dessins, d'accord. Oui. Alors on va s'intéresser donc à Spinoza, et j'aurais voulu qu'on fasse une partie sur sa vie, pour qu'on se mette un peu dans les bottes de ce monsieur qui a vécu il y a 400 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on sait de son parcours de jeunesse, avant qu'il écrive, et de ses aspirations, de ce qu'il voulait faire de sa vie? Nous ne savons pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de documents de cette période de sa vie. Mais nous savons qu'il a assisté à l'école jusqu'à le 4e niveau.
il n'est pas entraîné pour être rabbin. Nous savons qu'à l'âge de 16 ans, peut-être, il a quitté l'école pour être marchand parce que son père a besoin de son aide. Et donc, de presque 1652 jusqu'à 1656, il était marchand de l'import et de l'export de la ferme de sa famille. Ces aspirations, encore nous ne savons pas beaucoup parce que nous n'avons pas des lettres, des correspondances de cette période de sa vie. Donc, il y a beaucoup de mystères de la jeunesse de Spinoza, mais nous savons qu'il était en même temps très, très intelligent. Il était un peu de prodige avec les lettres et les langues. Et donc, nous savons qu'il aurait dû exceller, c'est un mot français. Exceller, oui, bien sûr. Exceller dans l'école et dans ses études. Mais jusqu'à la kherem, c'est-à-dire l'excommunication, oui. C'est une période presque blanche de sa vie. D'accord. Donc, on va pas imaginer, on va pas trop spéculer, mais malgré tout, il se passe un événement que vous avez évoqué, le kherem. Alors, il faut le prononcer. Olivier m'a fait la leçon sur comment on prononce ce mot, donc je ne vais pas faire de bêtises. Pourquoi est-ce qu'on a une excommunication aussi violente comme ça, qui se produit alors qu'il n'a pas encore écrit les textes qui font scandale? Qu'est-ce qui s'est passé? Encore mystère, parce que le document de Kherem, c'est pas exactement la même chose de l'excommunication catholique, comme ça. C'est un punissement. Une punition? Une punition qui sont en même temps sociales, liturgiques, économiques et aussi religieuses. Mais le document est très long, avec beaucoup de malédictions. C'est le kherem le plus violent du période. Il y a autre kherem de cette communauté juive d'Amsterdam qui est comparable avec les maudissons. Les malédictions? Malédictions et des choses comme ça. Mais le document dit qu'il était mis en kherem seulement pour ses idées hérétiques et ses actions horrifiques, mais ils ne disent rien quelles sont ses idées et ses actions. Mais après avoir lu ces traités de sa maturité, l'éthique, le traité philosophico-théologico-politique, qui sont commencés presque 10 ans après le kherem, nous savons qu'il y a probablement, à mon avis, c'était ces idées hérétiques de la Bible, c'est-à-dire l'écriture. Il dit que l'écriture n'était pas écrite par Dieu littéralement, c'est seulement une œuvre humaine qui sont corrigées pendant 10 siècles et mises ensemble par des humains. Et donc, ce n'est pas littéralement une œuvre divine. Oui. C'est une œuvre humaine. Il a dit aussi que Dieu n'a pas choisi les Juifs pour quelque vocation. Il niait la divinité de l'écriture et il dit que la loi de Moïse, il nie que cette loi est encore valide pour les Juifs dans le XVIIe siècle. D'accord. Et à mon avis aussi, peut-être la chose la plus importante est qu'il nie l'immortalité de l'âme dans l'éthique. Donc ça, c'est des choses qu'il fait donc dans l'éthique, ce gros livre-là, donc, qui est son chef-d'œuvre en quelque sorte, et dont vous soupçonnez qu'il le disait déjà avant de l'écrire. Est-ce que ces idées-là, elles circulaient déjà un peu dans le monde intellectuel, ou c'était totalement nouveau, ou c'était très choquant, C'est une question difficile. Nous ne savons pas, mais nous pensons que dans la communauté juive, il y a des rumeurs, c'est un mot français, oui. Les personnes discutent les idées que peut-être Spinoza a circulées.
viva voce, pas en écriture. Donc, les rabbins et les fonctionnaires des communautés ont des soupçons des idées de Spinoza. Mais il n'a pas écrit rien devant 1661, peut-être 60. Donc, c'est seulement des rumeurs, des soupçons. D'accord. Alors, dans un autre ordre d'idée, Spinoza est un philosophe de son temps. C'est compliqué de s'imaginer un peu comment ces gens-là travaillaient. Comment est-ce que les philosophes échangeaient leurs idées? Est-ce qu'ils se contactaient? Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, évidemment. Comment ils étaient au courant de ce que faisaient les autres? Est-ce qu'il y avait des échanges? Et est-ce qu'on a des traces? Par les livres, par les lettres, les correspondances, par les rencontres personnelles. Parce que nous savons, en particulier à Amsterdam, où Descartes, Hobbes, Locke et des autres, Bayle, beaucoup de philosophes se rencontrent en Amsterdam. Donc, c'est un node important pour la diffusion. Oui. D'accord. Un nœud, un carrefour. Oui, un carrefour où les philosophes du XVIIe siècle peuvent se rencontrer. Les revues aussi, comme les journaux, comme nous avons maintenant. Et le rumeur aussi. C'est le même avec l'art. Vous ne pouviez pas rencontrer beaucoup des œuvres d'art en personne, mais il y a des graveurs et des illustrations. Donc, c'est la même chose dans la philosophie. Si vous n'aviez pas les livres, vous aviez des revues, des mots et des rumeurs de ce qu'ils pensent des autres. D'accord. Et on a des traces de certains échanges, de Spinoza en particulier, qui font date et qui nous font dire, quand même, il y avait des débats un peu chauds, un peu houleux. Non, la plupart des lettres entre Spinoza et des autres sont plus plus offensifs. Oui. Il y a des lettres entre Spinoza et ses amis, donc c'est très amiable. Pardon pour mon français. Les gens peuvent comprendre que vous faites déjà un effort de nous parler en français, c'est très gentil. Entre Spinoza et ses amis, les lettres sont très amiables, très positives. Mais il y a aussi des lettres de critiques sévères des idées de Spinoza. Par exemple, Heinrich Oldenburg, l'anglais, le penseur anglais, il a commencé comme ami de Spinoza. Mais après avoir gagné une idée des pensées de Spinoza, il a changé d'avis un peu. Et aussi, il y a des lettres très violentes des autres qui ont pensé que Spinoza était comme un diable, hérétique, athéiste, et des autres. D'accord. On va revenir sur le titre du livre tout à l'heure. Avant d'en arriver là, c'est quoi la pensée dominante de l'époque? Quand on est philosophe comme Spinoza, je suppose qu'on est motivé par le fait de contredire, au moins en partie, les idées reçues de l'époque, les choses qui sont dominantes. À quoi est-ce que l'œuvre de Spinoza répond ou réagit? Il y a plusieurs courants, l'épicérisme, le scepticisme, mais sans question, la pensée dominante de l'époque, c'est la pensée de Descartes, le cartésianisme. Et la première chose que Spinoza a publié, c'est un précis les principes de philosophie de Descartes. Et à le commencement de sa carrière philosophique, il avait la réputation d'être un cartésien. Mais avec l'éthique, nous voyons qu'il n'était pas vraiment un cartésien orthodoxe. Il rejette quelques thèses centrales de la cartésianisme. Mais dans le XVIIe siècle, presque jusqu'à la fin du siècle, et le commencement de newtonianisme, Newton, on doit engager la philosophie de Descartes. C'est impossible de l'ignorer.
de ne pas engager avec ses idées, même pour réfuter. D'accord. Donc c'est en réaction à Descartes, finalement, qu'il a écrit ses traités et son éthique. Oui, absolument. Mais c'est pour le lecteur, c'est un peu difficile parce qu'il a commencé avec un vocabulaire qui semble être cartésien. Qu'est-ce que c'est substance? Qu'est-ce que c'est attribut? Des mots, des choses comme ça. Mais en lisant un peu plus près, on voit que il prend le cartésianisme jusqu'à des conclusions qui sont très loin des choses que Descartes aurait approuvées. Oui. D'accord. Alors, un petit mot sur son mode de vie, puisque il a la réputation d'avoir été très éloigné des plaisirs du monde. Et en gros, pour lui, la liberté, c'était l'absence de désir. Si je caricature et vous pourrez me corriger. Est-ce que c'est pas contradictoire en partie avec la philosophie qu'il va développer, comme quoi l'âme meurt avec le corps, donc la vie physique est la seule qu'on ait, de ne pas être... Enfin, il est pas épicurien du tout, Spinoza? Qu'est-ce que ça veut dire épicurien? Parce qu'il y a des fausses images de l'épicurianisme. Aujourd'hui, nous pensons de l'épicurisme comme un dévoté de la plaisir, des grands plaisirs. Mais le vrai épicurisme, ce n'est pas une chasse pour le plaisir, mais seulement une chasse pour la tranquillité, pas être ascétique, mais aussi pas être gourmand ou quelque chose comme ça. Et je crois que c'est vrai que Spinoza est une sorte d'épicurien. Mais voir Spinoza comme un ascétique, c'est un mythe. Il n'était pas ascétique. Et la différence entre Spinoza, par exemple, et le stoïcisme ancien, c'est Spinoza dit explicitement qu'on ne peut pas éliminer les passions. Les passions sont une partie importante de la vie humaine. D'accord. En même temps, on doit contrôler, ménager les passions pour participer dans la vie quotidienne. Il ne dit pas on ne doit pas manger les nourritures ou des choses comme ça, mais nous devons procéder avec modération. La modération. Oui, c'est pas une esthétique. Idée moderne. Et la liberté n'était pas l'absence de désir. C'est un désir. Liberté, c'est un désir dirigé par la raison. D'accord. C'est la liberté vraie. Alors, Spinoza, on le présente comme un penseur moderne par rapport à son époque. Donc ce serait amusant de s'imaginer, s'il était présent aujourd'hui avec nous, quelle discipline scientifique attirait son attention? Qu'est-ce qui l'intéresserait dans les découvertes du siècle actuel? Je crois que presque tout. Parce que quand on lit ces livres, l'éthique est un livre métaphysique, épistémologie, psychologie, la morale, la politique, la théologie et le traité théologique politique, c'est aussi un livre qui est très grand, la philologie, l'histoire, les études religieuses. Donc, pour moi, à mon avis, je crois que Spinoza s'intéressait sur toutes ces disciplines qui, dans le XVIIe siècle, sont à part de la philosophie, et maintenant, ils sont des disciplines séparées. Mais dans le XVIIe siècle, la physique, c'est une partie de la philosophie, c'est la philosophie naturelle de la nature. Quelle découverte en particulier? Je ne sais pas, est-ce qu'au cours du XXe et du XXIe siècle, il y a une découverte dont vous pensez que celle-là, typiquement, elle aurait pu servir à Spinoza pour creuser sa pensée ou pour illustrer un principe qu'il avait déjà imaginé? Je crois que dans la physique, l'enquête pour les lois qui unissent toute la nature, toute la cosmologie, ce serait très important pour Spinoza, parce que pour Spinoza,
Le cosmos, c'est un complète, une complète whole. Oui. Pardon. C'est un tout, une entité toute. Ouais. Et cette enquête dans la physique du XXe siècle pour unifier toutes les lois dans un seul complète, ce serait très intéressant pour Spinoza, je crois. D'accord. Mais pour Spinoza, l'entier, c'est Dieu ou Oui. la nature. Ça, on va y revenir tout à l'heure, justement. Alors, il y a aussi, dans le côté moderne, ce rapport au bien et au mal. Alors, j'ai pas tout lu Spinoza, mais j'ai cru comprendre que il était en décalage par rapport à son temps, et même par rapport à ce que certains des gens aujourd'hui pensent encore. Pour lui, le bien et le mal n'existent pas d'une certaine manière. En tout cas, c'est relatif. Enfin, qu'est-ce qu'il en pense et en quoi c'est en décalage avec son époque? Il avait beaucoup de peine à décider exactement ce que c'est le bien et le mal pour Spinoza. Mais à mon avis, je crois qu'il croit qu'il y a vraiment des choses qui sont bien et qui sont mal, mais pas en eux-mêmes. Rien n'est bien ou mal en eux-mêmes, sans relation à aucune autre chose. Être bien, ça veut dire c'est bon pour quelque chose. Donc, l'eau ou la nourriture est bon pour moi parce qu'il augmente mon pouvoir. Les autres choses, le poison sont mal. Poison ça est mal pour moi parce qu'il apporte une diminuée de mes pouvoirs. D'accord. Donc, être bien ou être mal, c'est tout relatif à la condition de quelque chose. Donc, rien n'est bien ou mal en soi-même. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien et du mal. D'accord. Il y a vraiment des bien et mal objectifs. Mais beaucoup de chercheurs veulent dire que pour Spinoza, le bien et le mal sont subjectifs. Et je crois que ce n'est pas l'avis de Spinoza. D'accord. Mais alors, malgré tout, son point de vue sur le bien et le mal était différent de ce qu'on pensait à l'époque? Ou est-ce qu'il était assez proche? Je dirais oui, c'est différent de l'époque. Parce que pour les théologiens du XVIIe siècle, par exemple, qu'est-ce que fait quelque chose être bien ou mal? C'est ce que Dieu a décidé d'être bien ou mal. Et pour nier que des choses sont bien ou mal en eux-mêmes, oui, c'est une des parties des opinions de la plupart des philosophes du XVIIe siècle. Mais aussi, à l'autre côté, il y a des sceptiques qui nient qu'il y a des biens ou des mal objectifs. Mm-hmm. Mais à mon avis, pour Spinoza, il y a vraiment des biens ou mal objectifs. D'accord, donc il n'était pas sceptique non plus. Mais est-ce que sa position sur le bien et le mal était au centre des problèmes qu'il avait, ou est-ce que c'était pas là-dessus que les gens lui en voulaient? Je crois que c'est absolument central. Parce que le problème pour eux qui pensent que le bien et le mal sont par la voie de Dieu, la décision de Dieu, ou qu'ils sont dans la nature, c'est mettre des valeurs dans la nature. Oui. Mais pour Spinoza, la nature n'a pas de valeur en lui-même. Être, c'est tout. Ce n'est pas être bien ou mal. Dans sa pensée, on trouve aussi ce qui paraît très moderne, une défense farouche de la liberté d'expression, de philosopher, et on pourrait se demander, par rapport à sa vie personnelle, est-ce qu'il défend la liberté d'expression parce que c'est une revanche, d'une certaine manière, il se venge des gens qui l'ont censuré, ou est-ce que c'était fondamental pour sa pensée en fait? Absolument fondamental. Mais qui sait qu'il y a un peu de nostalgie, ou pas nostalgie, revanche. Mais pour Spinoza, la question de la liberté de philosophie, mais aussi la liberté personnelle, est absolument centrale à toute son philosophie.
l'éthique est un livre qui est dévoué à la liberté personnelle. Qu'est-ce que c'est être libre au lieu d'être esclave des passions? D'accord. Dans le traité théologique politique, c'est la liberté politique et la liberté religieuse. Donc, le thème de la liberté est absolument central à la philosophie de Spinoza. Et je crois que ce n'est pas une réponse à son vie personnelle, mais c'est une réponse aux situations, les circonstances politiques de la République des Pays-Bas dans les années 60. Parce que les ecclésiastiques calvinistes ont gagné un peu de pouvoir politique. Et pour Spinoza, il avait peur que c'est it's a threat. C'est une menace. Quoi? Une menace? Oui, une menace à les vrais principes de la République. Donc, le traité théologique politique, c'est un livre très actuel, dirigé précisément à des événements politiques de Hollande à ce moment. Vous avez évoqué René Descartes tout à l'heure, et le fait que Spinoza était vu comme un cartésien, et malgré tout, c'est pas le cas. Donc, est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi Spinoza ne pensait pas comme Descartes? À quel moment ça se sépare? On ne savait pas exactement, mais je pense peut-être à le commencement de sa vie philosophique. Même s'il a écrit un livre qui résume la philosophie de Descartes, je crois que même dans ce livre de 63, il a perçu des problèmes dans la philosophie cartésienne. Mais si être cartésien, si ça veut dire être rationnel, découvrir les choses de la science, de la morale, par la raison au lieu de par la révélation, ou au lieu de par les émotions, les passions. Oui, dans ce sens très libéral, Spinoza est cartésien. Il y a beaucoup de cartésiens, mais dans les détails de sa philosophie, son opinion sur Dieu, oui. son opinion sur la connaissance, ses opinions sur la philosophie, le rôle de la philosophie dans l'État et le rôle de la religion, il est très loin de la cartésianisme parce qu'il est. Mais et voici, c'est un problème intéressant historique. Les cartésiens de cette époque avaient peur que Spinoza était identifié comme un cartésien. Oui. Et donc, les cartésiens ont fait beaucoup pour être lointains de Spinoza. Et ils ont attaqué Spinoza pour mettre un peu de distance entre eux-mêmes et Spinoza. Alors, parce que voilà, Spinoza était un peu sulfureux, il mettait les gens en colère. Les cartésiens, qu'est-ce qu'ils disaient sur lui pour s'en écarter? Quelles étaient leurs critiques? Il accusait Spinoza d'être athéiste. Ouais. Il accusait Spinoza de nier la validité de la loi religieuse. Et pour la plupart, je crois qu'aussi, ils trouvent en Spinoza, et voici le problème pour les cartésiens, ils voient en Spinoza quelqu'un qui commence avec les principes cartésiens, mais il les apporte à des conclusions si radicales qu'aucun cartésien peut les accepter. Par exemple, nier l'immortalité de l'âme, voilà. Par exemple. Et ça passe pas. Non, absolument non. Pas pour un cartésien, pas pour un calviniste du 7e siècle. Et je crois que les cartésiens avaient peur que les calvinistes, les théologiens calvinistes, parce qu'ils ont perçu Spinoza comme un cartésien, ça crée des problèmes pour les vrais cartésiens. D'accord. Alors, c'est même un peu comme dans les États-Unis dans les années 50. Être communiste. C'est une phrase vague, mais on peut employer cet nom
pour censurer les autres, même si ces idées n'étaient pas vraiment communistes. Dans le XVIIe siècle, être athéiste, être spinoziste, hobbesien aussi, c'est la même chose, avec peu d'attention à les vraies thèses d'un penseur. Alors justement, ma question suivante porte sur l'athéisme. On a accusé Spinoza d'être un athée à cette époque-là. Est-ce que, pour des critères actuels, est-ce qu'on peut considérer, parce que quand on écoute Spinoza, Dieu c'est la nature, donc Dieu est partout, mais il est nulle part, donc c'est un peu compliqué de savoir. Est-ce qu'il est plutôt panthéiste, pour peu que ça ait du sens, je ne sais pas, ou est-ce qu'il est plutôt athée? Vous qui le connaissez bien intimement, j'ai envie de dire, selon vous, est-ce que Spinoza est un athée au sens où nous on peut l'entendre? Je crois, et je suis dans la minorité, je crois que Spinoza est athée. Il n'était pas théiste, parce qu'un théiste croit dans un Dieu transcendant, improvidentiel, et c'est très loin de la philosophie de Spinoza. Mais je crois qu'il n'était pas panthéiste. Panthéiste? On dit panthéiste, c'est compliqué panthéiste. En français, hein, c'est n'importe quoi. Ok. Parce qu'un panthéiste pense que la nature est quelque chose auquel on doit engager avec révérence. On doit regarder la nature comme un Dieu, oui. avec dévotion. Dévotion, oui. Et c'est très loin de Spinoza. Pour Spinoza, il n'y a que la nature. Et je pense que Spinoza ne veut pas diviniser la nature, il veut naturaliser le Dieu. Oui. Et réduire Dieu à la nature. Il n'y a que la nature. Oui. Et donc, l'attitude propre, correcte pour approcher la nature n'est pas la dévotion, c'est la connaissance. D'accord, c'est la science, d'accord. J'ai lu dans la préface du livre par M. Thomas Römer que Spinoza serait l'inventeur de l'exégèse historico-critique. Donc il était un des premiers apparemment à critiquer les textes, donc le Pentateuque. Et est-ce que c'est vrai pour vous qu'il a inventé cette discipline-là et si oui, comment il l'a fait? Non, je crois que non, mais j'ai fait la même erreur dans mes livres. Mais plus que je lis, j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'autres théologiens et des chercheurs dans le XVIIe siècle, la première moitié du XVIIe siècle, qui ont fait la philologie sur le texte de l'écriture. Mm-hmm. Et il y a des hébréistes, des scolaires de la grecque, qui ont, mais sans partir de la théologie orthodoxe, parce qu'ils ne veulent pas, ils ne voulaient pas ébranler l'autorité de la Bible, mais ils veulent comprendre l'histoire de la texte et aussi résoudre les problèmes avec les textes qui semblent inconsistants, qui sont contradictoires. Ce que Spinoza a fait, c'est employer la méthode critique, historico-critique, pour ébranler l'autorité de l'écriture et saper l'influence des ecclésiastiques. Donc, le goal, the aims. Son objectif, son but? Son objectif est très différent des autres exégèses. D'accord. Et c'est là qui est la nouveauté de Spinoza, je crois. Donc, dans un certain sens, les gens qui l'accusaient d'hérétisme avaient raison, puisqu'il veut saper l'autorité de l'Église. Mais on ne doit pas être athéiste pour vouloir saper l'autorité des ecclésiastiques ou la Bible. Peut-être on avait peur. Je crois que c'est deux choses différentes. Être athée, c'est une
c'est une opinion métaphysique et théologique. Vouloir ébranler l'autorité de la Bible, pour Spinoza, c'est quelque chose de politique, quelque chose de religieux. Mais c'est vrai que beaucoup d'athées veulent aussi saper l'autorité de la Bible. Mais en même temps, Spinoza pense que la Bible peut jouer un rôle très important dans la société. Parce que la plupart des gens ne pouvaient pas être philosophes. Donc, ils ne pouvaient pas être vertueux par la raison, par la philosophie. Mais comment être vertueuse pour la plupart des hommes, c'est par les contes du Bible, les narratifs qui sont édifiants. Et donc, Spinoza ne veut pas éliminer la Bible de la société, mais il veut éliminer la manière que les ecclésiastiques emploient la Bible pour contrôler les vies des personnes et les vies politiques. D'accord. Donc c'est un projet politique. Alors, dans son travail sur Moïse et sur le Pentateuque, alors, il a été un des premiers, peut-être le premier, vous me corrigerez, à démontrer que Moïse n'a pas pu écrire ce texte-là. Oui. Mais c'est quelque chose que Hobbes aussi a écrit avant de Spinoza. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'un philosophe passerait son temps à essayer de démontrer ça? Donc c'était un but politique pour vous? Oui, je crois que son projet ne cesse pas d'être moral et politique. Même quand il fait des exégèses de l'écriture, même quand il fait de la métaphysique ou de l'épistémologie, c'est tout au service d'un grand projet politique et moral. Comment être libre dans nos vies personnelles, comment conserver la liberté politique en avance de l'usurpation, usurpation. Oui. L'usurpation, oui. L'usurpation de la pouvoir politique des théologiens calvinistes. D'accord. Alors, par rapport à Moïse, donc, c'est quand même déjà... Une autre chose. Je veux dire aussi que ce n'est pas simplement un projet politique. Je crois que c'est pour Spinoza, ces choses qu'il démontre de Moïse ou de la Bible sont vraies aussi. Ce n'est pas simplement une stratégie, mais c'est une croyance vraie. D'accord. Et justement, est-ce qu'il a été jusqu'à remettre en cause l'historicité de Moïse? Parce que c'est arrivé assez tard, c'est le XXe siècle, où l'histoire arrive à la conclusion que Moïse est certainement un personnage mythique. Est-ce que lui en a parlé sous cet angle-là, ou est-ce qu'il est resté... qu'est-ce qu'il pensait, selon vous? Et est-ce qu'il a été prudent, ou est-ce qu'il était jusqu'au bout de ce qu'il pensait? Je crois qu'il pensait que Moïse était une vraie personne. Et il a écrit un livre de la loi. D'accord. Mais ce livre a été maintenant longtemps perdu. Et le texte de Bible, on peut trouver des petites traces de ce livre. Mais il était transformé, corrompu, oui. par le processus de transmission pendant les siècles, pendant les presque 1000 ans, jusqu'à l'édition de Ezra. D'accord. Alors, est-ce que j'ai répondu à cette question? Oui, bien sûr. Okay. En gros, son rapport à l'historicité de Moïse, c'était pas sa question. Il l'acceptait comme étant un personnage réel. Oui. Bon, pour finir sur le lien à la religion, il y a... Spinoza a l'air d'effacer la frontière entre l'homme et la nature. Il place l'homme dans la nature, alors qu'il y a des traditions où c'est quand même l'homme existe et la nature est là à son service. Est-ce qu'on mesure, nous, aujourd'hui, la portée de ça? Est-ce que c'est révolutionnaire? Est-ce que c'est violent? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut passer malgré tout à l'époque? C'est une bonne question. Et c'est aussi avec rapport avec la question de Descartes et Spinoza. Parce que pour Descartes,
L'homme, c'est un royaume entre un royaume. L'homme est une chose qui est libre des lois de la nature. D'accord. Et c'est quelque chose que Spinoza doit nier, veut nier. Est-ce qu'il est le seul qui a fait qui a dit une chose? Non, je crois que Hobbes, par exemple, Thomas Hobbes, partageait un peu le place de l'homme dans la nature. Et on peut trouver des choses comme ça avec les épicuriennes anciennes et aussi les épicuriennes modernes. Nous, aujourd'hui, nous aimons cette position pour des raisons pas théologiques, mais des raisons, par exemple, écologiques. Oui. Nous sommes un parti de la nature, donc les changes que nous effectuons dans la nature nous effectueront en retour. Donc, on ne peut pas échapper les lois de la nature. Et dans ce sens, nous sommes je crois, les héritiers. Les héritiers. Les héritiers de Spinoza. Donc, avec ce vision de l'homme dans la nature et pas supra la nature. Donc, les écologistes actuels sont spinoziens. Oui, beaucoup. Radical Ecology, oui. Comme Arne Naess et les autres qui ont fait des arguments pour l'environnement, l'écologie, beaucoup sont été inspirés de Spinoza. D'accord, j'ignorais ça. Alors, parce que là, il nous reste quelques minutes, est-ce qu'il y a une question sur Spinoza qu'on vous pose jamais, et vous dites, mince, celle-là, ce serait intéressant d'y répondre quand même? J'aime beaucoup quand personne me demande si je suis spinoziste. Ah oui. Et j'aime ces questions parce qu'ils me donnent l'occasion pas pour expliquer mon propre philosophie, mais pour expliquer la relevance de Spinoza aujourd'hui. Et je crois que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de cartésiennes, beaucoup de leibniziennes, mais on trouve vraiment des spinozistes. Et pas seulement dans la philosophie, mais dans la culture populaire. On trouve des films, des œuvres d'art, des opéras, des œuvres de musique, des romans, de poétrie autour de Spinoza. C'est très intéressant parce que Spinoza a gagné une place intéressante et même importante dans la culture aujourd'hui. Vous auriez des exemples de films ou de chansons ou d'opéras qui sont spinozistes? Oui, il y avait un film israélien il y a presque 20 ans. C'est mis dans le Tel Aviv présent, Tel Aviv actuel, mais le caractère, le protagoniste, il était Spinoza. D'accord. Et nous le voyons pendant sa vie, pendant ses jours, pendant une semaine. C'est pas un bon film, mais c'est... et j'ai vu plusieurs fois des œuvres d'art abstractes qui sont intitulées L'éthique de Spinoza. Je sais qu'il y a quelques romans de Spinoza. Dans New York, il y a 10 ans, il y avait une pièce de théâtre sur le harem de Spinoza. Oui. C'était pas mal. Les opéras, oui, il a inspiré beaucoup d'artistes et écrivains. Et les artistes qui le suivent l'ont compris selon vous? Est-ce que c'est des spinozistes qui sont fidèles à Spinoza? Généralement, non. Mais ils sont inspirés par l'air de Spinoza. Mais l'esprit, si pas les mots. Mais de temps en temps, le pièce de théâtre que j'ai mentionné, c'était vraiment historique. L'auteur a fait son recherche sur les faits. Mais je suis content de voir n'importe quoi sur Spinoza, même s'il n'était pas exactement fidèle. Ouais, ça montre qu'il laisse une empreinte et que ça intéresse les gens. Oui. Est-ce que
est-ce que le constructivisme qui est venu après, hein, qui est cette idée que voilà, on est tous construits socialement avec des stéréotypes, avec des visions des choses qui font que on a une vision biaisée du monde. Est-ce que Spinoza, enfin, qu'est-ce qu'il en penserait, lui qui avait l'air de dire que en fait c'est pas possible de se déconstruire. Enfin, en fait c'est un collègue à moi qui veut que je pose cette question-là et il m'a dit ça aura du sens pour vous parce que vous êtes expert. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par le constructionnisme, c'est-à-dire les catégories sociales. Voilà, en gros, voilà. Non, je crois que pour Spinoza trouverait cet constructionnisme peut-être amicable. Appréciable? Oui, peut-être il aimerait. Oui. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas dans la nature, il n'y a pas de catégories objectives fixées. Oui. Il y a un peu comme les existentialistes, comme Sartre. L'essence ne précède pas l'existence. Oui. Premièrement, c'est l'existence. Et s'il y a des espèces de choses, des catégories naturelles, des catégories sociales, c'est à cause de la manière dans laquelle nous organisons la nature. Oui. Est-ce que c'est constructionnisme? C'est le nominalisme, je crois, mais c'est ça. Nominalisme. Ouais. Je crois que c'est lié. Alors, pour revenir à l'homme, et ça c'est une question que m'a suggéré Olivier, qui est l'éditeur français de vos ouvrages, que je salue, parce que c'est grâce à lui qu'on fait cette interview. Il m'a dit quand même... Bonjour Olivier. Voilà. Et il m'a suggéré une question par rapport aux défauts du personnage, parce qu'on montre à quel point il est moderne, il est intéressant, il est brillant, etc. Mais les tout derniers mots de son traité politique inachevé parlent un peu au niveau de la démocratie. Je lirai hors antenne la phrase. C'est une phrase qui est quand même qui est très sexiste, qui dit que la femme ne peut pas être l'égale de l'homme et que ça sert à rien de chercher à ce que ce soit le cas. S'il était naturel que les femmes fussent égales aux hommes et puissent rivaliser avec eux tant par la grandeur d'âme que par l'intelligence, qui constitue avant tout la puissance de l'homme et partant son droit, à coup sûr, parmi tant de nations différentes, on en verrait quelques-unes où les deux sexes gouverneraient également, et d'autres où les hommes seraient gouvernés par les femmes et élevés de manière à être moins forts par l'intelligence. Comme pareille chose n'arrive nulle part, on peut affirmer, sans restriction, que la nature n'a pas donné aux femmes un droit égal à celui des hommes, mais qu'elles sont obligées de leur céder. Que puis-je dire? Il y avait des attentats d'améliorer ces choses, par trouver en Spinoza une défense des droits des femmes. Mais on doit dire que Spinoza était un homme de son époque, et c'est dommage. Mais en même temps, il serait difficile à trouver dans le XVIIe siècle quelqu'un qui ne partage pas ces pensées malheureuses. Mais en même temps, on doit donner Spinoza le crédit d'être le premier à proposer la démocratie, la liberté vraiment, oui. Et toutes ces autres choses. Donc, il n'était pas une sainte. Une sainte? Un saint. Un saint. Il n'était pas parfait. Et on ne doit pas excuser ses défauts, mais on doit les comprendre. Qu'est-ce que les démocraties modernes doivent à Spinoza? Le problème est que son traité politique, qu'il a commencé dans les derniers 2 ans de sa vie, il est mort avant de la compléter, avant de la finir. Et il a justement commencé les chapitres sur la démocratie. Et donc, nous ne savons pas exactement ce que dirait, ce qu'il aurait dit de la démocratie. Mais je pense aussi que c'est dommage que nous ne donnons pas assez de crédit à Spinoza. Nous trouvons les origines de la démocratie moderne dans John Locke et Jefferson et les autres penseurs de Enlightenment. Des Lumières. Des Lumières.
Mais je crois qu'on doit, et Jonathan Israel a fait beaucoup pour ça. Nous devons regarder Spinoza aussi comme un des originateurs de la démocratie, de la vision moderne de la démocratie. Et c'est dommage qu'il n'ait pas donné assez de crédit pour cela. Ben, il est mort trop tôt, peut-être. Oui, à l'âge 44. Oui, bon. Un mot de la fin, peut-être, pour inciter les gens à lire ou bien vos ouvrages, ou bien parce que Spinoza lui-même n'est pas facile à lire toujours. Hein. C'est un peu compliqué. Oh oui, c'est très difficile. Et pour moi, je le trouve plus difficile chaque fois que je lis l'éthique. Parce que je trouve les nouvelles questions que je pensais que ce n'était pas question, mais maintenant, il y a des choses que je croyais que j'ai que vous ayez tout compris, que c'était fait. Des choses que je pensais que j'ai compris, je comprenais, mais maintenant, c'est pas clair. Et donc, c'est pourquoi c'est facile à être obsédé avec Spinoza. Oui. Obsédé avec Spinoza, parce que chaque fois qu'on relit les livres de Spinoza, ils sont plus difficiles. Alors, malgré tout, pour ne pas faire peur aux gens, qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce qu'ils pourraient lire en premier pour rentrer dans cette pensée? Mes propres livres, bien sûr. Non, mais aussi les livres de Spinoza, je commencerai avec le traité théologique politique. C'est plus facile à lire que l'éthique. L'éthique est très difficile parce que c'est très formel. C'est codifié, oui. Oui. Donc celui-ci en premier, et les livres de M. Nadler, qui est l'un des plus grands spécialistes au monde de Spinoza. Donc on vous offre des gens qui sont de grande qualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette interview, d'avoir donné du temps pour nous faire comprendre tout ça. C'était un plaisir, merci. Et merci pour le français, qui était très 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 bien, on a tout compris. C'est beaucoup mieux que mon anglais. C'est très gentil. Et vous avez d'autres projets dans l'avenir qui concernent Spinoza? Oui, maintenant, je travaille sur une traduction anglaise de la grammaire hébraïque que Spinoza a composée presque dans les années 1672, je crois. Ce serait la première traduction anglaise sans erreur, je crois. Mais il était... je crois que c'est une œuvre plus importante qu'on pensait devant. D'accord. Donc ça, c'est pour quelle année? Ça dépend peut-être dans 2 ou 3 années. D'accord. Bon, alors on sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Monsieur Nadler, et bonne journée à vous dans le Wisconsin. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, eh bien, vous partagez, vous likez, vous commentez, vous en parlez autour de vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Pensez à vous abonner et activer la cloche sur la tronche en biais, à soutenir notre travail derrière l'Astec, qui est l'asso qui chapeaute tous nos projets. Et puis, rendez-vous bientôt, très vite, sans doute, pour un live ou pour une interview. On va continuer à faire ça. N'hésitez pas à nous proposer des gens dont vous voudriez que l'on fasse l'interview. Et merci encore une fois à Steven Nadler et à Olivier Bosso qui a été la cheville ouvrière qui nous a mis en contact, moi et Steven. Merci beaucoup Olivier pour ce travail et pour le travail que tu fais de manière générale par ailleurs. Voilà, portez-vous bien, à très bientôt.